Bonjour, merci d'être ici. Je vais juste commencer par excuser Nicolas Mathieu. Voilà, je sais que certains seront déçus, mais Nicolas s'est excusé et il n'est pas là pour des raisons personnelles. Cela dit, on va parler de Connemara. Vous êtes, j'imagine, très nombreux à l'avoir lu. Peut-être que vous étiez là en janvier quand Nicolas est venu en parler. C'était sa première rencontre, 2 jours après la sortie de ce livre. Et on va continuer avec cette rencontre à parler de cette belle aventure, celle de Nicolas Mathieu, mais surtout celle de ce livre qui devrait, si tout va bien et si tout continue comme ça a commencé, devenir un film. Je vais vous présenter les 2 personnes qui sont à mes côtés et puis on va inviter la 3e personne. Et puis juste un mot, je vais rester juste 5 minutes et je laisserai la place après à Lise Lépine du journal Le Point pour continuer la discussion. Bonjour Emmanuel Georges. Bonjour. De Super Mouche Productions, située à Épinal. Et bonjour Delphine Schmitt. Bonjour. De Tripod Productions. Et vous êtes aussi basée à Épinal, je crois que je me trompe. Non, on est. Je suis originaire de Nancy, mais la société est basée à Montpellier. Bon ben voilà. Bienvenue et je vous invite tous à accueillir Alex Lutz. Bonjour. Bienvenue. Vous connaissez bien Nancy? Je connais un peu mieux Metz parce que mon papa et une partie de ma famille est là-bas, mais forcément Nancy. Et puis mes beaux-parents sont dans les Vosges, donc c'est une gare dans laquelle on arrive souvent. Donc voilà, non, oui, je connais quand même Enfin, je suis du Grand Est. Ce qu'on appelle maintenant le Grand Est, c'est dans le livre. C'est ça, c'est dans le livre. Alors, je ne vais rien dévoiler, puisque de toute façon, révéler, puisque vous l'avez peut-être et certainement tous lu, on en parle depuis quelque temps maintenant. On a tous découvert ce que j'appelle une bonne nouvelle. C'est déjà de savoir que Super Mouche Productions et Tripod Productions allaient produire le film Connemara. Je ne sais pas si d'ailleurs vous garderez le même titre, et ça je vous laisserai en discuter tout à l'heure. C'est peut-être même pas décidé encore, et ça a été un grand bonheur de savoir que les droits du livre étaient rachetés, de 1, de 2, par une boîte de production, alors désolé pour vous Delphine, mais déjà par une boîte de production du Grand Est, et que ça allait être réalisé par un comédien metteur en scène qui est issu lui aussi du Grand Est. Voilà. Alors, c'est pas qu'on est chauvin, mais tout de même... On est un vrai petit panier du paysan en circuit court. Mais cela dit, ça questionne. Alors, c'est un hasard, j'imagine, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, ça résonne. Ça résonne aussi avec le travail que fait Nicolas Mathieu depuis longtemps. Ça résonne aussi avec le sujet de ses livres, etc. Mais tout ça, vous en parlerez certainement mieux que moi tout à l'heure. Tout de même, Emmanuel Georges, 2 mots. Je crois que cette aventure Connemara, ce n'est pas un début pour vous, parce que je pense que ça rattrape peut-être quelques envies d'avant. Est-ce que je peux le dire ou pas? Vous auriez adoré racheter les droits du premier livre de Nicolas Mathieu, ou du second. Est-ce que c'était Leur enfant après eux ou Aux animaux la guerre? Alors non, on s'est surtout rencontrés avec Alex parce qu'on a eu la chance de coproduire La vengeance au triple galop. Et au détour d'une conversation, je me souviens que d'un seul coup, on a parlé de Nicolas Mathieu et de notre amour réciproque pour leurs enfants après eux. Et malheureusement, voilà, on a essayé d'avoir les droits de leurs enfants après eux parce que c'est compliqué. Cette adaptation, l'adaptation va se faire d'ailleurs, je ne sais pas dans quelles conditions, avec quel coproducteur, je ne sais plus, mais je sais que ça va se faire. Et on s'est dit, mince alors, c'est pas possible. Et au détour d'une conversation avec Nicolas, Nicolas m'a dit, écoute, voilà, j'ai un roman qui va sortir bientôt, donc penchez-vous sur la question. Et au mois de décembre, autant que je me souvienne, on a eu la chance d'avoir le roman, on l'a lu très rapidement, et puis tout de suite, on s'est dit, mais oui, c'est une évidence, il faut qu'on y aille, le roman est magnifique. Et puis au détour de conversation, j'ai eu la chance de rencontrer Delphine et l'équipe de Tripod, et Édouard de Vézine, qui est présent dans la salle aussi, qui lui avait travaillé à l'époque sur l'adaptation de Aux animaux la guerre. Donc voilà, Nicolas Mathieu par-ci, Nicolas Mathieu par-là, donc c'était une évidence. Et
Est-ce que c'est une évidence et est-ce que c'est facile de racheter des droits? Est-ce que vous êtes beaucoup de boîtes de production, vous êtes intéressé à Connemara? Comment ça s'est passé? Il y a plein de choses que vous ne me direz pas, je le sais, mais tout de même, c'est intéressant de savoir comment ça se passe et si c'est si évident que ça de racheter des droits d'un livre. Non, c'était très compliqué. J'ai perdu quelques points de vie dans l'affaire, mais c'était long, stressant, parce qu'effectivement, il y avait du monde, même du côté de Tripod, ils étaient aussi au courant. Enfin voilà, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on est arrivé à nos fins, mais effectivement, nous, on est quand même les petits poussins, les petits piou-piou dans l'affaire, et oui, on avait quand même du monde en face, mais heureusement, il y avait aussi Alex qui a un petit peu l'habitude, et voilà, la rencontre avec Nicolas a fait qu'on a réussi finalement à persuader Actes Sud et on est arrivé à nos fins et voilà, donc on est très content. On sait que le rachat des droits d'un livre est important, enfin c'est un chiffre assez important, aussi que ça peut changer aussi des choses chez les écrivains. Nicolas nous en avait d'ailleurs parlé un peu. Est-ce que ça change aussi l'avenir d'une boîte de production comme Supermouche? Est-ce que vous sentez que vous changez un peu de dimension avec Connemara et avec cette aventure-là? On verra quand le film sera terminé. Pour l'instant, c'est quelque chose de l'ordre du rêve quand même qui touche du doigt quelque chose qui... Voilà. Ça fait un moment qu'on y pense maintenant, voilà. Mais on est bien entouré, on est avec des gens, voilà. On est très content de lancer cette aventure. Est-ce que c'est une aventure, alors je vais un peu dans le désordre, mais est-ce que c'est une aventure qui va rester dans le Grand Est? Est-ce que le tournage, mais c'est peut-être pas encore d'ailleurs réfléchi, etc., mais est-ce que le tournage devrait aussi se faire dans le Grand Est, aux mêmes endroits finalement que dans le livre de Nicolas, puisque c'est de Nancy jusqu'à Épinal, ça navigue entre les deux villes. Est-ce que ça c'est une envie? Est-ce que ce n'est pas encore réfléchi? Est-ce que vous êtes un peu déjà en repérage, comme on dit? Alors en repérage, non, parce qu'on est vraiment au démarrage de notre histoire sur... En fait, quand même, sur un film, il y a des étapes que vous ne pouvez pas brûler, quoi. C'est effectivement la négociation des droits, les motiver, et puis construire le film, écrire le film, voilà. Et dans l'écriture, notamment d'un scénario, à la différence parfois d'un livre, parce que des auteurs de livres vont vous dire que certains ont un plan en tête, d'autres en ont pas, d'autres ont un plan différent, etc. Au cinéma, vous avez quand même quelque chose de très mathématique dans la façon de rendre un scénario, en tout cas des étapes qui sont des incontournables. Vous avez un résumé à faire, vous avez un séquencier à proposer, vous avez un scénario, une deuxième, troisième, quatrième version de scénario, puis après vous attaquez la pré-production. C'est dans ce moment de pré-production, de préparation, où effectivement vous faites vos repérages, etc. Maintenant, pour vous répondre sur l'envie, évidemment, on aimerait que ça soit dans le Grand Est, parce que je crois que c'est extrêmement sensible au livre et qui crée le sensible du livre. C'est-à-dire que cette histoire, évidemment, qu'a priori, elle pourrait se raconter, pourquoi pas en Californie, c'est pas la question, mais ce qui touche... ce qu'il touche du doigt, ce qui semble le faire vibrer, c'est que ça se passe dans ce décor-là et qu'on a tous, en lisant le livre, ce décor-là. Alors, et venant de cette région, nous tous, l'équipe autour de ce livre, je crois que du coup, on y a un affectif particulier qui fait qu'on aurait évidemment envie de privilégier ça. Même si on voit bien dans le livre que ça se balade aussi dans le sud de la France avec, voilà, ou les vacances sur la côte atlantique, bon voilà. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important. Je vais laisser dans un instant Élise Lépine discuter avec vous et savoir un peu ce qui vous a plu dans Connemara et qu'est-ce qui vous a donné aussi l'envie et d'avoir votre propre regard, de peut-être savoir ce que vous avez envie d'en faire et vers quel chemin vous allez nous mener. Mais tout de même encore avec vous, Emmanuel Georges et Delphine Schmitt, vous en êtes où là? Parce que les droits sont achetés, on est à quel niveau? Est-ce que je sais aussi que le scénario ne sera pas fait par... Enfin je sais, j'en sais rien, je dis ça, mais ne sera pas fait par Nicolas Mathieu, hein, je ne me trompe pas. Oui, il sera écrit par Alex Lutz. Ah, c'est Alex Lutz qui fera le scénario, ok.
Voilà, mais C'est chouette. on est dans des zones un peu mystérieuses puisqu'on vous fait des secrets. Mais, Voilà. mais Et c'est important d'en faire, ceci dit, parce que vraiment, quand je vous parle d'ordre, il y a des choses où on peut. C'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, mais on ne sait pas encore entièrement tout. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je m'attelle à cette adaptation. On a travaillé avec une jeune fille qui nous a fait un dépouillage du livre, et ça, c'est un dépouillement, je me trompe. Enfin, ça se dépouille. Mais c'est joli, dépouillage, c'est pas grave. Un mélange d'effeuillage et de dépouillement, c'est pas mal. Et je crée des néologismes, il y en aura plein pendant cette rencontre. Et avec elle, déjà, on voit, à partir de l'importance du livre, puisque le cinéma nous impose quand même une temporalité particulière, les choses qui se dégagent pour créer, comme le disait tout à l'heure Delphine quand on était en réunion, un point de vue, puisque le cinéma devient un nouveau point de vue, une nouvelle grille de lecture. Donc on en est là, à décortiquer ça et à constituer un scénario qu'on aimerait pouvoir avoir dans nos mains, relié. J'aimerais bien, en décembre, ça ne sera pas forcément le cas, mais on aimerait bien ça, cet objectif-là. Voilà. Je voulais en profiter pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'effectivement, vous êtes sur d'autres films et en promotion pour d'autres films et que c'est un peu prématuré de parler Connemara. Donc, merci vraiment de nous offrir votre première un peu plus grande rencontre et discussion autour des Connemara dans ce salon qui porte aussi Nicolas Mathieu depuis ses débuts dans sa ville où il habite, pas de naissance puisqu'il est né près d'Épinal. Donc, merci infiniment de peut-être pas nous dévoiler des secrets, mais de un petit peu nous en parler et nous expliquer les choses. Un dernier mot, Emmanuel, Georges, Delphine, peut-être tous les deux, avant de laisser Élise Lépine venir dialoguer avec Alex Lutz. Vous deux, qu'est-ce qui vous a motivé, vos envies et vos rêves avec cette aventure Connemara? Delphine. Comme je le disais, moi je suis originaire de Nancy, mon père est de Thionville, ma mère de Strasbourg, et quand j'ai lu Leurs enfants après eux, enfin, pour le coup, dans Leurs enfants après eux, c'est vraiment tous les endroits de mon enfance où ma grand-mère paysanne vivait à Haute-Sierck. Et donc, tous les lieux, tous les pays, tous les personnages, voilà, je suis de 78, je crois, comme Nicolas Mathieu, comme toi aussi peut-être. Donc, il y avait quelque chose à la fois dans l'époque, dans les lieux, je suis venue faire mes études à Paris, enfin, dans plein de choses, de thèmes abordés aussi bien dans Leurs enfants après eux que dans Connemara qui m'ont touchée. À cette époque, avec Guillaume, qui est mon associé et compagnon, on s'est dit ce serait super, il faut qu'on fasse un film avec ce livre, et on n'a pas osé le rêver. Et puis, et notre société est basée à Montpellier, et la vie faisant parfois bien les choses, on a croisé l'associé d'Emmanuel dans un relais de chasse. Et puis nous avons parlé de Leurs enfants après eux et de Connemara, et je lui ai dit non mais il faut qu'on fasse ce film avec vous. Elle dit on cherche des coproducteurs, donc on a rencontré Emmanuel, on a rencontré Brigitte, et puis là aussi on a partagé plein de choses de la région. On connaissait tous les deux très bien Busan, on avait des gens en commun, on avait des envies, voilà, en fait la coproduction c'est quelque chose de joyeux, et puis aussi avec Alex de penser un film, de le rêver. C'est un temps quand même long avant il va se passer un petit peu de temps avant que vous puissiez voir le film. Et donc, toute cette préparation, tout cet échange, on a eu envie de le partager. Voilà. Emmanuel. J'ai envie de dire pareil. Moi, dès que j'ai découvert Nicolas Mathieu avec Aux animaux la guerre, voilà, il y avait énormément de résonance, des thématiques, une littérature qui était tellement cinématographique que je m'y suis plongé littéralement, et tout ce que j'ai lu de lui me ramène au cinéma. Et sur Connemara, en plus il y a un personnage central qui me fait tellement penser à, moi, voilà, je lui ai dit, pour moi c'est Rocky Christophe, et moi qui ai un amour pour ce film-là et pour ce cinéma-là. Je me suis replongé, et puis
Je l'ai dit aussi, enfin, pour moi, ça arrive qu'une seule fois dans une vie, avoir effectivement un romancier qui est à 2 pas de chez moi et travailler éventuellement sur un tournage qui va se tourner à 100% en Grand Est avec un réalisateur du Grand Est. Il y a quelque chose de peu magique que j'ai envie de mener à bien. Bon, il est temps que je laisse la place à quelqu'un qui n'est pas du Grand Est. Oh. Élise vient ici parce que effectivement, et on sent bien qu'il y a une grande histoire qui rappelle aussi l'enfance, etc. Et Élise Lépine va discuter avec Alex Lutz. Et peut-être que si vous ne changez pas d'avis, il y aura une petite lecture. Oui, enfin non, oui, un tout petit morceau de passage Connemara. de voilà. Merci beaucoup. Bonne rencontre. Merci, mais chère Sarah, ma famille est de Metz. Mes parents sont originaires de Metz, je le précise toutefois. Ah. J'ai ma légitimité sur cette scène du Grand Est. Bonjour Alex Lutz, merci beaucoup d'accepter de discuter avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors je vois que les questions Grand Est ont déjà été posées. Oui. Donc moi j'avais envie de vous demander... Partir en Bretagne, vous demander si vous aimez les crêpes. Non, j'avais envie de vous demander si vous avez déjà lu les 3 livres de Nicolas Mathieu et s'il y avait quelque chose de particulièrement cinématographique dans Connemara, puisque vous avez, pendant que j'écoutais, là, prononcé les 2 autres titres de Nicolas Mathieu. Moi, je suis dans Aux Animaux, que j'avais pas... J'ai attaqué Nicolas Mathieu par Leurs enfants. Et tout comme le disait Emmanuel, j'avais eu une envie, mais je crois qu'on était très nombreux, à avoir une envie très forte sur ce livre. Il s'est passé quelque chose avec cet auteur, et il se passe quelque chose avec cet auteur et son écriture. Et oui, les images qu'il arrive à convoquer, mais alors il y a les images et puis il y a les sensations qu'il arrive à convoquer qui sont assez inouïes. Il y a comme ça il y en a plein des auteurs qui ont une acuité presque chirurgicale, mais c'est vrai que quand on fait de l'image et du cinéma, ou pareil, on doit essayer sur cette 2 dimensions de restituer quelque chose qui vous fait vibrer vous en salle en 3 dimensions. Quand ça arrive avec un auteur, c'est assez magique. On a presque envie de restituer à l'image qu'on est totalement et ententé en train de lire. Donc c'est le côté incarné de Connemara. Oui. En tout cas, déjà dans Leurs enfants, je trouvais qu'il y avait une mémoire. Et puis il y a une histoire de mémoire aussi, je dirais. Moi, il y a comme ça quelques auteurs. Annie Ernaux, qui est dans un panthéon pour moi, c'est-à-dire la mémoire sensorielle est incroyable. Et elle ne prend pas, elle semble ne pas prendre le temps. Quand Annie Ernaux me parle de dans les années notamment, mais dans d'autres livres, d'un ressenti à 12 ans, 13 ans, 15 ans, 31 ans, d'époques que j'ai vécues ou d'époques que je n'ai pas vécues, je n'ai aucune peine à ressentir presque épidermiquement et en odorama et en son et en sensation quelque chose. Et du coup, à partir de ça, je peux me raconter la grande histoire. Je ressens la même chose avec Nicolas Mathieu. Et en vous parlant de grande histoire, c'est comme ça que quand j'aimais l'histoire-géographie ou quand j'aimais l'histoire à l'école, j'étais capable, sur une région aussi délicate que la nôtre, dans le Grand Est notamment, j'étais capable de ressentir très fort quelque chose appartenant à la grande histoire quand on arrivait à me la raconter par quelque chose d'extrêmement sensitif et apparemment anecdotique. Mais c'est tellement plus grand que de l'anecdote. Et donc, quand on arrive à raconter de la très grande histoire universelle, et on voit les succès de ces livres, avec ce jeu de sensations, c'est sûr que pour nous qui faisons du cinéma, c'est fascinant et ça crée une envie énorme. Puis dans Connemara, ce qui est très important et qui m'a fait penser à vous et qui m'a donné l'impression qu'il y avait un sens fort aussi dans cette adaptation faite par vous, c'est la chanson. Connemara, c'est une chanson de Sardou.
Moi, j'adore vos films. Dans Guy, vous avez réussi à recréer Guy Jamais, ce personnage dont on a l'impression qu'il a existé. Moi, Dadidou, je la chante parfois sous la douche. C'est vraiment important pour vous. Dans la vie et le talent de mes amis, il y avait ce garçon, ces deux hommes assez ordinaires, avec ce troisième camarade d'enfance qui débarquait. C'est très Nicolas Mathieu, ça, hein, qui débarquait avec son succès, son coaching. Et puis d'un coup, l'un des deux qui se disait mais moi en fait, je veux être chanteur. Je veux chanter. Et hier soir, j'ai regardé un film que vous n'avez pas réalisé, mais dans lequel vous avez joué, qui est À l'ombre des filles, d'Étienne Comard, que j'ai trouvé sublime, dans lequel vous êtes ce chanteur qui, par la musique, avec des chansons à la fois classiques et populaires, arrive à faire le lien avec des personnes incarcérées, des femmes en prison. Et vous n'allez pas me dire que la musique n'est pas importante pour vous et que l'air populaire n'est pas quelque chose qui vous travaille. Et Connemara, c'est ça aussi, c'est cette chanson de Sardou. Ou même dans mon livre, à un moment donné, j'en parle de ça. En tout cas, ce que je trouve fou avec la chanson populaire, avec la chanson, avec la musique, au sens large, c'est comment elle... alors, avec la musique de divertissement ou la musique issue de l'industrie du disque, c'est comment elle se convoque à des moments donnés chez vous, dans quelque chose, tout d'un coup, votre vie devient un gruyère. Cette industrie a quand même réussi ça. Ça s'allume à la radio, ça s'allume à l'autoradio, c'est dans la cuisine de vos parents, et puis hop, c'est dans vos écouteurs, c'est dans vos... Bon. Et ça m'a toujours frappé comme à la queue leu de Bézu peut être un truc dont tout le monde va rigoler à table en s'en moquant et en je sais pas quoi, par exemple. Et ce même à la queue leu, pour un des membres de la table, à un moment donné, si c'est diffusé dans un restaurant alors qu'il est en train de divorcer, ce à la queue leu de Bézu devient tout d'un coup une immense tragédie humaine pour ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Et il n'entendra plus jamais à la queue leu de la même manière. Et il ou elle. Alors peut-être qu'il continuera à ses tables d'amis de se moquer en disant « Oh, Bézu !» Mais lui, dans son petit cœur, ou elle, dans son petit cœur, ça sera aussi ce qu'il aura entendu avec la séparation qu'il aura eue au restaurant, et que derrière, peut-être, ou au manège à côté, il y avait à la queue leu. Bon, bah d'accord, il y avait à la queue leu. Donc, je trouve que ça on a quand même tous un rapport avec ça. Et ça m'avait frappé avec Guy, j'ai eu de la chance, ça ne sera pas toujours le cas, mais j'avais eu de la chance avec la critique sur Guy, et des critiques parfois très pointues, très intello, et tout ça. Et tous, dans les interviews qu'on pouvait me poser, comme dans les questions, tous me parlaient effectivement d'un rapport inévitable à la musique populaire qu'on va aimer, pas aimer, trouver nulle, ringarde. Et puis en fait, son regard se modifie, son écoute se modifie. Et ça, je trouve ça très émouvant. Et je trouve que Nicolas le raconte très très bien avec Connemara. Et puis bon, avec Connemara, il y a cette pulsation de ce tatin, 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 cette espèce de fugue presque fataliste. Et puis bon, après, les chansons de Sardou, elles sont toujours un peu curieuses, parce il y a toujours un truc un peu... de l'emphase un peu inutile. Enfin, tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi il s'énerve tout d'un coup avec, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce France? Alors, hop, on est tous... Il y a le France. Mais il arrive ça, c'est vrai. C'est-à-dire que même lui le raconte. Moi, je ne suis pas un fou de Sardou, de son personnage, mais enfin, bon, c'est quand même un grand artiste populaire. Même lui racontait que le France, il a chanté le France. Puis tout d'un coup, il le chante sur un quai... Et là, il a une salle plus grande, enfin, il a un parterre plus grand que celui qu'il y a là, avec que des gens à la gorge et qui pleurent. Et il s'y attendait pas, quoi. Il s'y attendait pas. Donc, il a fait comme ça des espèces de chansons un peu opératiques, avec des espèces d'énervement. Je crois pas qu'il ait un rapport au Connemara, pas plus que voilà. Non, mais Connemara, c'est une chanson qui est très intéressante aussi, parce que c'est d'un côté une chanson qu'on chante dans les mariages, dans les bals populaires, et en même temps, c'est la chanson emblématique des étudiants de HEC. Et il se passe pas une soirée, moi j'ai pas fait HEC. Moi j'ai bien connu ça quand j'étais en tournée, torse nu comme ça. Oui.
Il ne se passe pas une soirée d'HEC sans que ces enfants de bonne famille ne clôturent la soirée en braillant Connemara. On me l'a raconté, moi j'y étais pas. Et ça c'est intéressant. Bien sûr que si. Non, j'ai pas fait d'école de commerce. Mais c'est intéressant parce que ça traite aussi un point qui est très important chez Nicolas Mathieu et chez vous aussi, hein, dans vos films. C'est celle des rapports de classe, du transfuge de classe, du regard de la classe sociale supérieure sur la classe sociale inférieure, du désir de monter, du regret d'être monté. Ça, c'est quelque chose de très important qui est au centre de Connemara. Oui, avec où je trouve qu'il l'a toujours abordé subtilement. Dans toute son écriture, on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des classes et il n'y a pas de classes. Il y a surtout un paquet d'emmerdements, plus ou moins à gérer. Sagan disait ça. Elle trouvait toujours énervant le principe théorique de la classe. Et puis après, le principe vécu de la classe. Et le principe vécu de la classe, il est bien plus compliqué que le principe théorique et parfois militant de la classe. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à côté, poisseux, honteux, pas au bon endroit? Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il existe dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que vous le rencontrez parfois, la gauche, la maladresse des gens dont on se dirait qu'ils se sont sortis quand tout d'un coup ils vont arriver dans un milieu a priori plus populaire. On ne sait pas qui est emmerdé par qui. Vous allez avoir des espèces d'énarques qui vont dire oh, c'est une excellente idée cette chorba, donc ils vont limite faire des trucs imiter du quartier ou de la population qu'ils vont rencontrer. La population va en faire des caisses, tout le monde en fait des caisses pour essayer d'être... mais c'est jamais que le malentendu qu'on avait dans la cour de récréation de vouloir d'être dans le groupe de Jean-Baptiste ou de je sais pas qui, ou d'être l'élu de l'autre. Et ce n'est qu'une grande quête d'amour éperdue et souvent trébuchante. Et ça, c'est le grand sujet, c'est l'un des grands sujets de Nicolas Mathieu. C'est ce côté touchant de ces enfants qui sont devenus grands dans leurs enfants après eux. C'est ça, c'est ces gamins qui grandissent maladroitement. Chez Nicolas, moi je vous parle plutôt de mon sentiment dans ce que je viens de vous dire. Chez Nicolas, il y a quelque chose qui est encore plus... Alors pour quelques germanophones, il y a la Wehmut, ce qu'on appelle le mot allemand qui est un peu la mélancolie, mais c'est encore... C'est ça et c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de plus... tracé dans le sol comme ça, quelque chose de... Il y a une fatalité chez Nicolas qui, moi, pour le coup, me bouleverse vraiment. La dernière phrase de leurs enfants après eux, qui est une phrase qui sonne comme une phrase inachevée et qui en même temps martèle que c'est achevé pour toujours. Il est les cheveux au vent sur sa mobilette et il dit avec la sensation insupportable ou irrespirable d'appartenir, point. C'est bon. Comment est-ce qu'on rend ça en cinéma? Je sais pas, en le mettant sur une mobilette et qu'on se dit tiens, il a une sensation d'appartenir. On verra bien. Vous posez une bonne question. Ouais. Non, mais de toute façon, on en parlait. J'aime pas les adaptations de livres qui retirent entièrement le livre. Et donc la plume de Nicolas, j'aimerais l'entendre un petit peu. C'est-à-dire que je m'autoriserais évidemment une libre adaptation et il y aura des choix évidemment. Mais on peut pas ne pas entendre cette langue. Il y a des choses, c'est sa langue, c'est parce qu'il a utilisé cet adverbe. J'entendais justement Annie Ernaux qui était sur France Culture, et puis la journaliste lui dit il y a ça, qui est ça, qui est ça, qui pourrait être ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et donc Annie Ernaux dit oui, c'est vrai, non. C'est la phrase que j'ai dit en fait, qui est ça. Et donc il y a un moment donné, il faut être capable de respecter ça, c'est-à-dire qu'on peut donner à voir ce qu'on a ressenti, ça c'est mon travail de cinéaste. Mais je parle d'un livre qui est un immense livre et qui est un immense livre pour le public. Je crois que de temps en temps, faut faire vœu de modestie et puis faire écouter aussi. Simplement, c'est joli d'écouter un truc à l'écran. Mais oui. Et cette chanson Connemara, vous savez déjà comment vous allez la travailler à l'écran? Non, ça je sais pas. Ça je pourrais va pas vous ouvrir dire. sur Connemara. Moi, j'imagine bien les premières notes. Mais réalisez-le. Tiens, regardez, ils sont là les producteurs. Vous m'embauchez? Ils sont Ce là. serait catastrophique. Toute une brochette, allez-y. Non, honnêtement, je ne saurais vous dire comment je vais le... Surtout que
C'est intéressant, ceci dit, la question que vous posez, parce que je pourrais me fantasmer plein de fois que ça va s'ouvrir, par exemple, sur Connemara, que ça finira sur machin. Mais sur la musique, on parlait de la musique, elle est une drôle d'amante, la musique, dans un objet sur scène ou au cinéma. Je m'en rends compte notamment avec Guy, vous parliez de Dadidou. Moi, j'avais pourtant, on parle quand même d'un film où j'avais a priori tout contrôlé de la carrière de cet homme, et donc j'avais même inventé ce qui était son plus grand succès, son moins grand succès, son machin. Donc j'avais la main là-dessus. Donc j'avais la main de dire c'est telle chanson. On a fait une douzaine de chansons, j'avais la main de dire c'est telle chanson. Et nous avions choisi Caresse, qui est qui est une chanson d'une espèce de qui pourrait être comparable à Ton triangle d'or de Herbert Léonard, comme ça, bon bref. Et j'avais décidé que c'était celle qui avait vendu le plus de disques, etc. Et je voulais qu'elle soit assez importante dans le film pour créer, à partir de ce morceau, la musique additionnelle. Je vous disais, c'est important par rapport à la question que vous posez. On a monté le film, on monte le film, etc. Et mes monteurs, qui étaient 2, n'arrêtaient pas de me ramener ce Dadidou en avant de leur montage. D'ailleurs, assez inconsciemment, mon créateur des musiques, donc, qui avait pourtant écrit tous ces morceaux et qui avait calibré ces morceaux, y compris pour être celui qui se vendait le plus, le Caresse, eux aussi, en musique additionnelle, me ramenaient sans s'en rendre compte davantage de morceaux additionnels composés à partir des harmonies de Dadidou que des harmonies de Caresse. Donc, on avait ce petit Dadidou qui commençait à nous doubler par la droite et à s'imposer. Et c'était amusant parce que nous, dans notre petit périmètre d'un film entièrement contrôlé, on a vécu ce qu'on vit souvent dans l'histoire de la musique. On a tous entendu cette anecdote de j'étais avec Paul Naref, cette chanson était sur le piano, c'était la phase B d'Anton machin, et c'est devenu machin truc. On a tous entendu des anecdotes comme ça de la chanson qui était soi-disant abandonnée pendant 6 mois, puis qui en fait est devenue Ne me quitte pas, ou j'en sais rien, enfin bon voilà. Et bien il nous est arrivé à notre tout petit niveau la même chose avec cette chanson. Donc vous dire que Connemara, comment sera Connemara? Ce ne sera pas Connemara, c'est ça? Ce sera une autre chanson de Sardou. Honnêtement, j'en sais rien. Si pour le bien du film et pour ce qu'on ressentira avec le film, il n'y a que le pam, papam, 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 la table qui se casse, bon, si c'est bien que ça ne soit que ça, ou si c'est tout le temps là, ou si c'est peut-être qu'au début du film et que c'est autre chose qui se passe sur le moment du mariage, je serais bien en reste de déjà vous le dire. Je peux l'imaginer et imaginer un format idéal, mais c'est jamais complètement ce qui se passe. Et puis c'est jamais très bon de faire un film entièrement, enfin un objet de cinéma, je trouve, entièrement bordé de partout. Ça se voit. Donc il faut quand même laisser des zones où on verra bien. Ouais. Comment ça se passe quand vous préparez un film comme Guy, comme celui-là, ou comme Le talent de mes amis, ou ceux dans lesquels vous jouez, comme À l'ombre des filles, là je l'ai en tête parce que vraiment il est tout frais, mais est-ce que vous écoutez de manière obsessionnelle les chansons qui vont être à l'intérieur, d'autres chansons? Pour Guy, j'imagine que vous êtes inspiré d'autres chanteurs, de personnages un peu archétypiques de notre culture musicale populaire. Comment vous faites? Vous allez écouter en boucle la chanson, vous allez relire le livre plein de fois, ou vous allez prendre de la distance et trouver votre propre endroit pour réaliser Connemara, l'endroit où vous êtes vous-même avec ce bagage? C'est plutôt l'endroit où même pour Guy finalement, qui est un. Vous en plus, je trouve que Connemara, pour moi, Connemara n'est pas une histoire sur la musique. Il se trouve qu'il se passe quelque chose avec cette musique qui vient à nous, qui vient souligner une pulsation sociétale et une pulsation sociétale vécu finalement bien difficilement et dans une forme de déni pendant un certain temps du film, et puis avec une évidence insupportable pour un couple. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce couple se prend les différences, l'envie de partir, l'envie de rester, la réussite et la non-réussite. Enfin voilà, donc cette chanson est plus là comme une espèce de générique tragique de ce qu'on a avec ce couple, mais pour moi, ça n'est pas un livre sur la musique. Donc,
Et dans À l'ombre des filles, bon oui, il fallait que j'écoute Koum Dédérit en permanence, mais pas parce que j'avais envie d'entendre Koum Dédérit en permanence, mais parce qu'il fallait bien que je le chante en un. C'est vous qui chantez? Non, je le chante en dessous de la voix de Castra de Haute-Contre qui était dessus, mais je devais quand même le chanter en voix médiante avec l'exacte respiration, parce que sinon ça se capte à 100 000. Et vu que c'était en plan serré, laisse tomber, t'as forcément tous les Hautes-Comptes de France qui auraient fait une manifestation. Voilà. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous en avez sûrement parlé avant avec Sarah, mais vous avez publié Le Radiateur d'Appoint. C'est un roman dans lequel le point de vue est celui du radiateur d'appoint, et puis ça nous permet de rentrer justement dans la vie ordinaire des gens par ce biais-là, dans les drames et les petits détails et les petits tourments du quotidien des personnes. J'imagine, mais j'en sais rien, qu'on ne fait pas du tout le même travail quand on écrit un roman, quand on écrit un scénario, quand on adapte un roman en film. Quelle différence existe-t-il entre ces types d'écriture différents que vous expérimentez ? Si je devais parce que j'aime pas trop écrire, moi. J'écris parce que c'est mon métier en partie, mais j'ai toujours répondu que j'aime avoir écrit. C'est le reste de mes trucs de mauvais élève. J'étais pas un très bon élève à l'école, et donc l'écriture, je le relie bêtement d'ailleurs, douloureusement, à un rendu de la copie le lundi, et que j'ai menti avec ma copie, pas fini, et que je finis vite avant les cours. Donc voilà mon rapport à l'écriture, même si j'aime écrire et que j'aime créer. Donc pour les sketchs, ce que j'ai fait pendant des années à la télévision, c'était, j'en ai pondu des milliers. Et j'ai aimé ça, mais j'ai aimé les avoir écrits parce que là, plus que jamais, la sensation de rendu, elle est très, 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 très forte. Un peu moins et avec un peu plus de douceur pour le cinéma. Là, je vous réponds sur la sensation. Hein. Et un peu plus de conditions qu'on ne peut pas, en tout cas des étapes qu'on ne peut pas brûler avec le cinéma, même sur un scénario comme Guy, qui est un scénario très libre, très différent d'une forme classique de scénario. Il y a des choses à respecter, des étapes à respecter, des rendus à respecter. Alors après, on peut aussi faire le choix de ne pas rendre une étape, mais faire le choix de ne pas rendre une étape ou de la traiter d'une certaine manière, c'est la respecter. En tout cas, c'est avoir conscience de l'étape à rendre. Donc c'est vraiment le cinéma, c'est très mathématique. Et là où je me suis senti le plus libre, et sans cette drôle de sensation un peu scolaire, sur la liberté, mais ça ne veut pas dire que qualitativement, c'est ça. En revanche, je crois qu'il n'y a pas de lien. Sur la liberté, le sentiment de liberté, le roman était formidable, parce que je me souviens d'ailleurs que je n'arrêtais pas de demander à mon éditeur, je lui parlais souvent d'un nombre de pages, d'un nombre de caractères, et au bout d'un moment, il me dit, mais fous-moi la paix avec ça. Enfin, on s'en fout, voilà. J'étais très effrayé de faire un livre de moins de 100 pages. J'ai fait un livre de 203 pages, mais je me souviens, je me disais, oh là là, je suis un foutu de faire un livre de plus de 100 pages. Et il me disait, bah, t'en fous. Je disais, bah, comment ça, je m'en fous? Il me dit, c'est un roman, donc s'il fait 80 pages, bah, c'est un roman de 80 pages. S'il fait 320, c'est 320. Et ça, pour moi, c'était très nouveau dans l'écriture. De m'installer dans une écriture, de la structurer totalement différemment que ce que nous impose un film. Un film, c'est tout le temps un jeu de choix. Tout le temps un jeu de choix et d'équilibre qui est pas tout à fait... que je n'ai pas ressenti de la même manière. Et parce qu'on pense aussi, quand on écrit un scénario, j'imagine, et c'est ce que me disent d'ailleurs les cinéastes qui écrivent des romans et que j'interviewe pour leurs romans, me disent tous ce sentiment de liberté, je peux mettre 70 hélicoptères dans le ciel, ça coûte rien du tout. Et donc ça, je pense que peut-être c'est de là que vient ce sentiment de liberté qu'on a dans l'écriture aussi, quand on est habitué, quand on écrit un film, à se dire ça va pas être possible, parce qu'en fait, je vais jamais avoir l'argent pour mettre 2000 personnes. Il y a le devis qui peut se convoquer à vous dans l'écriture, ce qui est un peu bête d'ailleurs, parce que bon, vaut mieux l'écrire et puis après trouver ensemble les solutions en s'énervant, mais c'est plutôt le choix des mots et des descriptions de séquences et
on dit souvent, j'ai vu le même film. Il y a une expression qu'on entend des fois dans notre métier qui est de dire, ils ont vu le même film. Ça s'est bien passé avec ce producteur, ce réalisateur, ce distributeur et les exploitants. Tout le monde a vu le même film. Je sais qu'avec Guy, tout le monde a vu le même film. Alors, résultat des courses, personne n'a rien lu parce que le truc, c'est que je voulais que personne lise. Mais bon, il se trouve qu'on a quand même vu le même film. J'ai pu faire en sorte qu'on ait une vision commune pour avancer ensemble. C'est la plus grosse difficulté avec cette forme écrite qui n'est pas le film. Un film, c'est pas une forme écrite. Et puis, si vous sentez l'encre quand vous voyez un film, c'est pas très agréable. Donc, c'est qu'est-ce que vous mettez en œuvre dans votre technique d'écriture. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les scénarios parfois qui respectent encore une fois des choses qui font que c'est un scénario. Mais moi j'ai déjà eu des scénarios à lire de gens où tout d'un coup il y avait une photographie qui était à côté d'une séquence moi j'aime bien quand la description intérieur jour cuisine de Séverine, tout ce qu'elle fait, si ça peut être décrit et que c'est important pour le réalisateur ou pour l'auteur, je trouve que c'est important. Et après, il y a des choses à penser pour le film, c'est-à-dire si vous écrivez dans un scénario pendant que la soirée bat son plein, Natacha sort du frigo, je sais pas quoi. Bon, pendant que la soirée bat son plein, si vous dites ça à des producteurs, ils disent mais elle bat son plein comment la soirée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi, ça bat son plein? Bat son plein, ça veut dire est-ce que je mets ma caméra et donc vous êtes forcément au bout d'un moment, et généralement c'est des lièvres que vous retrouvez, c'est-à-dire vous êtes là, bat son plein, pendant 6 mois vous êtes avec votre bat son plein, et puis en période de préparation, il y a tout le monde qui vous dit qu'est-ce qui se passe avec bat son plein alors? C'est où? C'est quoi? C'est quelle maison? C'est qui tombe? C'est qui vomit? C'est qui sort avec qui? C'est qui quoi? C'est quoi son plein? Donc c'est ça qui est difficile dans l'écriture d'un scénario. Alors si vous le savez, vous n'êtes pas obligé de tout écrire si vous avez les réponses, mais il faut quand même avoir la capacité avec un film d'amener, je pense, un maximum de réponses pour vos partenaires. Pas parce qu'ils vont vous enquiquiner, mais parce que c'est important pour eux. Ils font leur travail, donc ils sont bien obligés de savoir quoi chercher, où chercher, et voilà. Et vous avez peur de la trahison, de ce fameux le film était moins bien ou le livre était mieux oui, moi ça me pétrifierait moi si je devais faire ça. C'est gentil. Je le ferais jamais, mais non, j'en sais rien honnêtement. Je suis aussi froussard que frondeur, alors j'en sais rien. Vu que les deux sont tout le temps l'un sur mon épaule et l'autre sur l'autre, je suis froussard. Alors bon, maintenant que je le sais, et depuis longtemps, voilà, moi je peux juste dire, j'ai aimé ce livre comme vous, voilà, j'ai une vision de ça, voilà celle-ci, voilà celle-là. Vous en parlez avec Nicolas Mathieu? Non. Il vous a dit, ça c'est interdit? Non, il était super, justement, il a dit, faites un bon film, éclatez-vous, et il nous a donné les clés, c'était bien, il avait besoin d'être convaincu. Moi, il avait vu Guy, il m'avait fait un topo magnifique sur Guy. On s'en était parlé, il m'avait dit leurs enfants c'est déjà gelé, etc. Bon. Et puis après on lui a parlé avec Emmanuel quand on l'a rencontré, puisque Emmanuel a provoqué une rencontre vraiment pour parler de Connemara du coup. Donc moi je lui ai dit ce que j'avais vu du livre, ce qui me paraissait important, et je crois que c'est ça qui a fait qu'il s'est dit d'accord. Mais et après, j'ai pas du tout envie, pour faire le film, de l'appeler toutes les 2 secondes, parce que là, il va falloir que je m'empare d'une matière qui m'est proposée et qu'avec cette matière, je fasse quelque chose. Donc, puis ça serait hyper chiant. Enfin, moi, je suis à sa place, je me dis, dis donc, qu'est-ce que c'est que cet appel encore à 18h20? Oui, il faut qu'il nous écrive un autre livre aussi. Donc bon. Oui, non, mais c'est pas agréable. C'est-à-dire que, oui, il faut pas, quoi. Faut pas. Alors, je ne sais pas si Sarah vous a posé la question. Le monde veut savoir, je pense. Est-ce que vous allez jouer dans ce film et qui va être au casting? Non, je vous dirai rien. Non, je joue. non, je joue pas dedans. Je joue pas dedans et je vous dirai rien parce qu'il y a rien de plus délicat que les castings et c'est souvent déceptif parce qu'on va vous annoncer quelque chose qui en fait correspond pas. J'ai pas le planning de tous les gens que j'ai en tête j'ai des envies très fortes et mais je vous le dirai pas. Et pourquoi vous n'allez pas jouer dedans? Parce que on a compris, non? Je vais pas être là toutes les 5 minutes. Enfin, j'ai fait un tennisman, je vais pas faire en plus un hockeyeur.
Moi, j'aimerais bien. Bah écoutez, non. Parfois, il faut savoir entendre cette réponse, non. Non, bah non, mais c'est agréable aussi. Moi, j'ai adoré ça pendant des années aussi au théâtre, parfois, juste mettre en scène des camarades et des camarades. Donc voilà, il y a des acteurs et des actrices prodigieux et donc non, ça me fait plaisir de diriger simplement à un moment donné une aventure. On a hâte. Oh là là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Alex Lutz? Ça fout toujours le trac, à plus forte raison quand il y a des dorures, mais ne vous inquiétez pas. Surtout, demandez-lui s'il va jouer dans le film, ça, il aime bien. Question. Pas de questions. Nathalie. Non, personne. Je me suis dit, il y a forcément une Nathalie. Non? Bon. Alors, la lecture de Connemara. Non, j'ai un petit passage simplement. Attention, vous n'avez pas annoncé une lecture. C'est pas l'intégralité du livre, parce que moi j'ai un tronc à prendre. C'est pas ce qui a été annoncé, rassurez-moi, je vous les assure. 500 pages. D'accord. Non, j'ai juste un tout petit passage sur une fête de Noël, donc on n'est pas du tout dans l'époque. Chaque fête de Noël débutait plus ou moins de la même façon. Dans l'open space, aménagé en dance floor, on alternait les commentaires pénétrés sur l'activité de la boîte et des propos plus badins. Ici et là, un histrion déclenchait des rires faciles. Des collaboratrices qui avaient réussi à caser leurs gosses montraient déjà les crocs, résolues à s'en payer une bonne tranche. Plus tard, elles seraient forcées de prendre un taxi et regretteraient le lendemain les excès de la veille, ce qui ne les empêcherait pas de remettre ça dès que possible. De leur côté, une poignée d'hommes à la mine verticale évoquait l'avenir des voitures hybrides ou la politique monétaire de la BCE, incapables pour l'instant de se départir de leur allure compétente, tandis que les consultants juniors vibrionnaient gaiement, dissimulés et blagueurs, comme des premiers communiants, avec au cœur l'envie de s'en coller une bonne et de baiser, si moyen. Tout le monde était gai, tendu et méfiant, car à chaque fois c'était pareil. Au milieu de l'hiver, il y avait ce traditionnel rendez-vous juste avant les congés de fin d'année, où l'alcool coulait à flot et la pression se relâchait d'un coup. Il s'ensuivait des confidences malheureuses, des coïts honteux, et parfois une maladresse qui pouvait ruiner devant la hiérarchie plusieurs trimestres d'efforts. Les plus raisonnables anticipaient d'ailleurs ces défaillances et s'étaient promis de partir tôt. Mais le vernis, quoi qu'il arrive, finirait par craquer. Depuis des mois qu'ils bossaient tous sans souffler, leur deadline en ligne de mire, pris entre les clients et les managers, déchirés entre leurs objectifs à remplir et les besoins à satisfaire, ils ne pouvaient espérer garder longtemps ce stoïque détachement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est une très belle lecture. Je suis très heureuse d'avoir entendu ce texte avec votre voix. Ça donne très envie de voir le film avec votre regard. Je peux vous poser une petite question. Quel est votre livre de chevet? Vous avez parlé de Dany Erno. J'aimerais bien savoir quel est le livre. Le livre de chevet, ça serait, je dirais, Les années, que j'ai lu 720 fois, je pense, qui est dans Guy d'ailleurs, qui est les paroles de Guy à la fin, enfin la voix qui accompagne Guy, tout disparaîtra. C'est dans Les années. Tous les romans de Sagan, même les mauvais, parce qu'il y en a quelques-uns où on voit qu'elle a payé le foin de son cheval, mais il y a quand même à chaque fois un éclat. Des Jane Austen, Raison et Sentiment, que j'aime toujours à chaque fois relire. Je me dis, oh, c'est pas possible, ça va bien finir, et bon, ça finit pas bien. Et puis oui, Je ne renie rien de Sagan. C'est un ensemble de ses interviews entre 54 et 94, je crois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Grand-peur et misère du Troisième Reich. C'est pas ce qui est le plus rigolo, mais j'aime bien le relire. Des auteurs de théâtre, beaucoup.
La Garce avec du luxe et de l'impuissance. Ça, souvent, je relis dedans. Enfin, je relis. Et des poèmes. Des poèmes de qui? Il y a des merveilles chez Vian, chez Desnos. Mais chez Vian, il y a des trucs assez merveilleux, voilà. Et puis j'aime bien écouter ou lire des paroles de chansons. Vous parliez de chansons. Il y a une chanson qui s'appelle The Grass is Blue de Dolly Parton. L'herbe est bleue, qui, quand on la voit et qu'on regarde la traduction, est absolument bouleversante. Elle est quittée par un homme, ou en tout cas, il y a l'absence de cet homme, et elle dit « Je ne suis pas malheureuse, et je ne t'aime plus, parce que le ciel est vert, et l'herbe est bleue. » Et elle n'arrête pas de tout retourner comme ça. Elle dit « Et les montagnes sont plates, et les vallées sont hautes, et c'est magnifique, et c'est extrêmement émouvant. » Et en fait, dans des chansons, « Quand je serai KO » de Alain Souchon, ça c'est une chanson que je trouve, le texte, on rêverait, parce que c'est beau les textes de chansons, de se dire en 2 strophes et 3 refrains, les gars, ils ont réussi à faire chialer tout le monde, c'est fou. Renaud, son bleu, voilà, ça c'est des choses que j'aime bien lire aussi, c'est-à-dire qu'on ne lit pas trop de poèmes et de chansons, mais quand on en lit, c'est super. Voilà. Donc une pile de livres et une pile de CD, en fait, comme pile de livres, pile de CD, pile de livres et de CD, et ouais, pile de livres plein. Ah si, le doigt, ça c'est un livre, j'ai oublié l'auteur, oui, mais c'est une femme, c'est déjà un indice. Je connais pas ça, le doigt. Il est sorti l'année dernière, un livre superbe. Il y en a plein, qu'est-ce que je peux vous dire? Une vie interdite de von Kovlar. J'aime pas tous ses livres, mais celui-là, je l'ai trouvé très très beau. Enfin, j'aime pas tous ses livres. En tout cas, j'ai pas la même. Mais bon, enfin plein. Écoutez. Hein. Mais c'est super parce que alors quand on pose cette question, souvent les gens non, je sais pas. Et puis après ils viennent me voir, ils me disent non, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Mais alors vous avez une liste, c'est parfait, c'est génial. Oui, mais j'aime bien. Alors déjà, j'aime bien. Déjà, je suis lent pour lire, parce que je suis très dyslexique. Vous avez eu beaucoup de chance, mais et donc je mets 7 ans à lire. Mon premier livre que j'ai lu, c'était Les Mémoires d'un âne, parce que je lisais les Benjamin Découvertes. Vous savez, c'est pour savoir comment, qu'est-ce que c'est un tigre, un crocodile, etc. C'est les machins pour enfants avec des illustrations. Et Copain des Bois. J'avais Copain des Bois pour savoir faire une cabane. Et c'était les seuls trucs que j'admettais de lire, et quelques BD. C'était le désespoir pour ma mère, qui se disait c'est pas possible, il va quand même lire quelque chose, ce gamin. Mais c'était déjà de la lecture. Enfin, je me disais merde, quand même, je lis. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait les images et tout. Bon. Et le premier bouquin que j'ai lu, tard, c'était Les Mémoires d'un âne. Et elle m'avait dit c'est un roman, tout ça. J'avais dit d'accord, c'est un roman. Et pour moi, ça me paraissait une montagne. Alors, je lisais une feuille par jour. Donc, je l'ai lu en plus d'1 an. C'est bien 300 pages dans ce foutu bouquin sur Cadichon. Je m'en souviens très bien du coup de Cadichon. Et donc, je suis très lent à lire. Même les scénarios et tout, quand on m'envoie et tout, je suis très lent à lire. Mais je me souviens très bien. Et si bien qu'une fois que j'ai fini un livre, en tout cas, j'adore des fois me replonger dans un livre, pas pour le lire en entier, mais pour lire des passages, des morceaux, parce que je m'en souviens bien. Je me dis, tiens, au milieu, je sais qu'il y avait ce passage, et je me réamuse ou me réémeus d'un truc. Je peux faire ça sur un film aussi, aller juste accélérer sur la scène où je sais que je vais chialer, je chiale, et après je mets autre chose. Mais vous lisez beaucoup, c'est dingue. Vous lisez tous les jours, en fait. Parce que si vous lisez lentement, mais que vous me citez tous ces livres... Écoutez, voilà, 44 ans de bons et loyaux services. Mais voilà, mais j'ai beaucoup de lacunes, du coup. Je suis un enfer. Il y a plein de trucs où je mens en public en disant oui, j'ai lu l'attrape-cœur, tout ça. C'est pas vrai. Toujours pas de questions? Bon. Moi, Madame, je vous ai vu. Je crois qu'il y a un micro ici. Si, c'est bien de lire les trucs pour les non-voyants aussi, ça, les trucs audio. Ah, pas en braille, parce que là, je me disais, ça rajoute, non, ça, j'ai ça jamais corse su l'affaire. faire. Mais les trucs audio, ça, c'est super. Despentes que j'adore.
je confonds avec Vernon. Je l'ai lu comme ça, donc je l'ai écouté. Ouais. Mais après, je l'ai lu. Mais je l'ai d'abord écouté. J'ai oui. adoré ça. Ah oui, moi, j'ai écouté le prix Goncourt de Jean-Paul Dubois. Et ben voilà, Et c'est super. C'est En vachement voiture. sympa. Bah oui. Ouais. Voilà. Très C'est bon comme conseil. un podcast, et puis c'est moins difficile. Alors, quand vous lisez un livre, si vous le lisez si lentement, est-ce qu'à chaque fois, vous voyez comme des scènes de scénarii, et donc vous imaginez un film que vous pourriez faire à partir de ce livre? Oui, enfin, je crois que c'est le grand problème des gens qui font un peu de dyslexie, c'est que la concentration est un peu chahutée, et du coup, ça développe chez nous plutôt des sens un peu esthétiques, artistiques, d'imagerie. Enfin, je crois qu'il y a un truc de compensation, enfin, qui fait qu'on est rarement des matheux et tout ça. Et oui, quand je lis, du coup, j'ai très vite des images. Si bien que même sur un passage que je lis, quand je lis lentement, une phrase, je peux rester sur la phrase et avoir mon imaginaire qui part très longtemps derrière la phrase avant que je lise et finalement la voiture s'est garée et je sais pas quoi. Donc c'est pareil pour la musique. Quand j'écoute une musique, j'ai d'emblée des images ou des situations qui s'imaginent et qui se mettent dans ma tête. Très bonne question. Merci. Ben voilà. Voilà. Bon, je vous remercie. Moi, je suis tellement contente de vous avoir rencontré. Et en fait, je rencontre plutôt des écrivains, mais je suis une grande fan de votre travail. Eh ben, c'est J'étais super. tellement heureuse. Merci beaucoup. Merci. Et puis alors, j'ai hâte vraiment de voir Connemara. On maintenant. verra. Hein. Encore plus. D'accord, merci. Merci à tous et à toutes.